Maintenant, nous allons passer à Maître Ferjou. Euh, Bonjour Florian. Alors, quel est le marché du jour? Bonjour, bonjour Nicolas. Tu m'entends? C'est bon, tout le monde m'entend? On t'entend très bien et tu as les pleins pouvoirs. Allez, bonjour à toutes et à tous. J'aurais pu vous parler de l'A69 aujourd'hui, jugement qui a annulé l'autorisation environnementale de cette autoroute, évidemment qui met fin aux travaux, mais non. Peut-être la prochaine fois. Je vais vous parler d'une autre actualité dont on m'a soufflé, qui a occupé un petit peu certains PNR. Je parle de l'agrivoltaïsme à la suite de nombreuses réformes qui ont eu lieu sur ce sujet-là. Je vous fais une petite introduction et Magnifique, puis hein. Après la chasse, vote pour l'agrivoltaïsme. oui, Vraiment, je me retrouve au chômage, hein. je vais, je vais, je vais, voilà, aucune barrière. Il y a de l'actualité, notamment sur ce sujet-là, et bon, en tout cas, c'est un sujet qui fait l'objet de nombreuses discussions en ce moment, parfois polémiques, etc., etc., qui occupent un petit peu les préfectures et potentiellement aussi les territoires des PNR. Donc voilà, je voulais faire, ça me paraissait utile avec Nicolas de faire cette introduction-là et puis de parler des actualités qu'il y a sur ces installations. Donc au départ, hein, pour essayer de se remettre un peu en tête ce qui s'est passé, on démarre avec la loi OPER, loi d'accélération de la production des énergies renouvelables 2023. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'avant, on n'avait pas forcément de cadre juridique des installations solaires en espace naturel et agricole. Tout ça a été réglé par le juge et le législateur a voulu encadrer un peu tout ça. Dans l'idée, et ça c'est très important de l'avoir en tête, dites-vous bien que pour un porteur de projet, finalement juridiquement c'était bien plus facile avant que maintenant de développer des projets photovoltaïques au sol, en zone agricole ou naturelle. Alors il y avait moins de dynamisme peut-être, parce qu'on était sur des critères qui étaient assez flous, difficiles à appréhender. Finalement, c'était des spécialistes qui développaient des projets. Là, aujourd'hui, on a des critères qui sont bien plus précis, qui nous donnent une direction assez facile de là où l'administration veut aller. Mais quand on regarde les critères, d'un point de vue économique, juridique, les projets sont plus difficiles à développer. Donc ça, il faut bien avoir ça en tête. L'idée vraiment du législateur, hein, et de l'État, c'est d'encadrer, hein, pour éviter certaines dérives et non pas forcément de faciliter le développement sur ces territoires-là. Ça, c'est important. Il y a eu d'autres textes, hein, décret d'application 8 avril 2024 qui lance vraiment, on va dire, le cadre juridique des projets avec un arrêté du 5 juillet 2024 aussi qui vient préciser le texte. Et puis la petite actualité de la semaine dernière, c'est une instruction ministérielle du 18 février 2025 qui est consacrée à l'application de tout ça. Elle est importante cette instruction, pourquoi? Parce qu'on est vraiment dans un cadre juridique nouveau pour ces projets-là. Les préfectures sont un peu perdues, chacune d'entre elles, et forcément, eh bien, il n'y a pas une unicité d'application au niveau du territoire. Il y a des notions qui étaient encore assez imprécises, à préciser, on en parlera un petit peu. Voilà, il y avait des choses à faire, il y avait une instruction qui était promise par l'État. Bon, il se passe beaucoup de choses au niveau de l'État. Elle est sortie un petit peu tard, mais elle est sortie la semaine dernière. Donc ça, c'est l'actualité pendante. Et puis, il y a aussi une proposition de loi aussi sur le sujet, dont j'aborderai un tout petit peu. Voilà. Mon idée ici, c'est de faire quelques propos introductifs pour y voir un peu plus clair. Évidemment, impossible pour moi de présenter tout le cadre juridique. C'est une matinée entière. En tout cas, ça nécessite beaucoup de temps. C'est un droit très technique finalement aujourd'hui. Mais l'idée, c'est d'avoir une vision globale, de savoir ce qu'il en est, et puis d'avoir quelques petits points sur les nouveautés en lien avec cette instruction. Voilà mon objectif dans les 5-10 prochaines minutes. Ce qui se passe avec ce nouveau cadre juridique, c'est aujourd'hui on a deux grandes catégories et les deux seules catégories d'installations photovoltaïques quand on va en zone agricole ou naturelle ou forestière. Les installations agrivoltaïques, c'est celles qui vont mêler en synergie une activité agricole et une activité de production d'énergie. Et les installations qu'on a baptisées agricompatibles au cabinet, ce sont celles en fait qui sont fléchées sur les friches. Donc, on n'a pas une dimension agricole à ces projets-là, mais l'idée, c'est on va les flécher, les orienter vers des anciennes carrières, des anciens sites miniers, des anciennes sites ICPE, ou alors des sites, des terrains cultes, c'est-à-dire des terrains dits agricoles, mais qui finalement sont inexploités depuis 10-15 ans.
et qui finalement serait valorisé avec un projet agri-compatible. Donc voilà vraiment deux grands types de catégories de projets qu'on va pouvoir développer si on suit toutes les conditions en zone agricole, naturelle ou forestière. Par rapport à ça, on a des dispositions communes à ces deux installations et puis des dispositions particulières. Dispositions communes, on a la durée de l'autorisation, démantèlement garantie financière. C'est vraiment des plus pour, on va dire, qui viennent encadrer ces projets-là. C'était bien différent avant. C'est qu'on a une durée maximale d'autorisation, parce que derrière, il y a une idée que c'est réversible. Donc, ces projets-là ne peuvent pas être autorisés au-delà d'une durée de 40 ans. C'est-à-dire qu'après 40 ans, on les démantèle. C'est la logique un peu des éoliennes et des autres types d'installations de cela. Donc, on est vraiment sur une exploitation momentanée d'un terrain agricole, forestier ou naturel. Sa vocation est évidemment de se retrouver à l'état vierge. Logique aussi de démantèlement. Beaucoup d'obligations de démantèlement en lien avec le producteur ou le propriétaire du terrain qui sont inscrites pour ces deux types d'installations. Et puis, en lien avec ce démantèlement, ce sont la création de garanties financières pour garantir que dans 40 ans, il y aura des fonds, même si la société fait banqueroute, mais il y aura des fonds qui auront été un peu mis de côté et qu'un établissement bancaire pourra libérer pour démanteler l'installation afin que le terrain retrouve son aspect vierge pour une éventuelle exploitation agricole ou un retour complet à l'état naturel. Donc, voilà des dispositions communes. Et puis, on a ce beau schéma qui retrace un peu les conditions générales à respecter pour une installation agrivoltaïque. On ne rentre pas dans le détail de chacune, mais derrière chacune de ces conditions-là, il y a un ou plusieurs textes qui viennent les préciser. L'installation, elle doit être réversible, on en a parlé. En fait, l'idée de ce schéma-là, c'est qu'il donne une idée de voilà, à quoi correspond schématiquement et surtout à quoi ce que veut l'État correspondre une installation agrivoltaïque. L'installation agrivoltaïque, c'est aussi une installation qui doit apporter un service à l'agriculteur. Et le service, c'est soit améliorer le bien-être animal, soit protéger contre les aléas climatiques, météorologiques aussi, s'adapter au changement climatique, ça c'est vis-à-vis aussi des fluctuations de chaleur notamment, qui peuvent arriver, redoux, gel excédentaire ou alors surplus de chaleur selon les territoires, ou alors améliorer le potentiel et l'impact agronomique des sols. On a certains projets qui peuvent être de cette nature-là. Donc voilà, l'idée c'est que ça apporte quelque chose à l'agriculteur, l'installation agrivoltaïque pour son activité agricole. Ensuite, l'un des caractéristiques très importantes qui est dans le texte, c'est qu'il y a une garantie de ce pourquoi on est en synergie, c'est que l'installation doit permettre que la production agricole doit être l'activité principale sur le terrain. L'activité production d'énergie doit être secondaire. Derrière tout ça, il y a des critères qui sont très techniques, qui sont intéressants, très techniques, derrière cette activité principale. Par exemple, il y a des notions de superficie, on ne peut pas trop occuper la parcelle notamment. Il y a des enjeux aussi de rendement liés à l'activité agricole qui est exercée sur le terrain. Et puis, il doit y avoir un partenaire essentiel à ce projet-là, c'est l'agriculteur, à qui on doit garantir un revenu durable et à qui on doit garantir une production agricole significative sur son terrain. Et tout ça derrière est fortement expertisé. On doit être en capacité de démontrer, quand on fait un projet agrivoltaïque, qu'il y aura une production énergétique, bien sûr, qui apportera des services au projet agricole et que la production agricole sur ce terrain-là sera effectivement significative. L'idée, c'est d'aller sur des terrains agricoles et d'avoir une activité agricole sur ces terrains-là. Les conditions, sans rentrer dans le détail, sont assez touffues, assez techniques. L'idée aussi, c'est qu'il y aura des contrôles sur ces installations-là, à la fois au début et puis pendant l'exploitation, qui auront pour objet de vérifier qu'il y a bien toujours une activité agricole et qu'elle est effectivement significative. Voilà un peu l'objectif, sans rentrer dans le détail des conditions, mais l'objectif des installations agrivoltaïques dans les zones agricoles potentielles des parcs naturels régionaux. Petit schéma sur les installations dites agri-compatibles. Je vais plus vite. Vous l'avez compris, l'idée c'est d'aller sur des friches agricoles ou industrielles, c'est-à-dire là où ça paraît assez propice et c'est pas concurrentiel avec une zone agricole ou une zone de biodiversité, pour schématiser.
L'idée dans le processus, ce qui est important à retenir, c'est que tout ça est fortement planifié au niveau, au niveau du préfet, au niveau étatique, départemental, pardon, mais aspect préfet, puisque on est en train, c'est les champs d'agriculture avec le préfet qui planifie les lieux dans le département où on pourra développer des installations agri-compatibles. Pourquoi? Parce que pour pouvoir développer ce type de projet, c'est-à-dire sans tous les critères de l'agrivoltaïsme, il faut que le terrain soit identifié dans un document cadre qui sera prochainement fixé par toutes les préfectures de France. Et toutes ces préfectures doivent identifier les friches ou aller sur des terrains qui sont propices à une absence de concurrence agricole ou biodiversité pour ces projets-là. Voilà aussi l'idée des projets agri-compatibles. De nouveau, je ne rentre pas dans le détail de tout ce qu'il y a derrière. L'idée est bien de faire une petite introduction. Allez, j'en viens à l'instruction ministérielle de la semaine dernière. J'ai mis le lien pour les petits curieux. Un document assez lourd qui vient énormément répéter, on va dire, l'articulation entre loi, décret et arrêté. Et puis, il y a des petites choses en plus qui sont assez intéressantes pour ceux qui sont un peu, le nez dans le guidon dans ce type de projet-là. On a par exemple beaucoup de précisions sur les critères d'un projet agrivoltaïque en fonction de l'activité agricole qui est projetée. Parce que forcément, on ne traite pas la même chose. On ne traite pas de la même manière un projet qui propose une culture, vigne encore moins, maraîchage ou grande culture, que si elle propose de l'élevage, élevage ovin en particulier, mais élevage bovin aussi. Donc on ne regarde pas de la même manière les rendements agricoles, le chiffre d'affaires, le revenu durable, etc., etc. Donc il y a des précisions qui sont apportées là-dessus. Il y a aussi une précision qui est très importante sur la portée de l'avis conforme de la CDPENAF. Cette commission qui, en gros, regarde les projets qui sont susceptibles d'impacter les espaces naturels, agricoles, forestiers de nos territoires. L'importance est grande pour cette commission-là, pour les projets agrivoltaïques, puisque son avis est conforme sur les projets. Conforme, ça veut dire que si son avis est négatif, le préfet ne peut pas délivrer le permis de construire. Donc, c'est vraiment notable pour tout le monde, les agriculteurs, les porteurs de projets, et évidemment la préfecture. Il y a des précisions qui sont apportées pour un peu rappeler les responsabilités de ces commissions-là, notamment pour dire que bon, si vous donnez un avis un peu de principe d'opposition à l'agrivoltaïsme, le préfet ne sera pas tenu de vous suivre parce que malgré tout, vous avez une exigence de légalité dans votre contrôle, notamment. Et puis une précision importante pour tous les territoires et communes qui sont soumis à la loi littorale et loi montagne. Il y avait des petits doutes là-dessus, sur est-ce qu'on peut aller avec une installation agrivoltaïque sur ces territoires-là en dehors des espaces urbanisés. L'instruction tranche favorablement à cette question-là en disant que oui, vu que l'installation agrivoltaïque est considérée au titre du Code de l'urbanisme comme étant nécessaire à une activité agricole, si elle remplit tous les critères, évidemment. Ouais, c'est là-dessus où ça questionne autour de moi, hein, sur en quoi comment dire, de l'agrivoltaïsme serait nécessaire à une activité agricole. Parce Alors que ça, on n'a pas eu besoin d'agrivoltaïsme pour faire de l'agriculture, quoi. tout à fait. C'est la conception. En fait, ça a été tranché par l'État. L'idée, c'est que historiquement, les centrales photovoltaïques, quand on les installe en dehors des espaces urbanisés, on rentre dans la catégorie équipement collectif. C'est-à-dire, ça apporte quelque chose à la collectivité, une énergie renouvelable, un besoin essentiel pour nos sociétés. C'est comme ça qu'on allait en dehors des espaces urbanisés. Aujourd'hui, avec les installations agrivoltaïques, en fait, c'est le Code de l'urbanisme qui vient nous dire que, par qualification législative, si on respecte tous les critères que j'ai synthétisés et qu'on respecte le critère que l'activité principale est l'activité agricole, notamment, eh bien, l'installation agrivoltaïque est considérée comme étant nécessaire à l'exploitant agricole et que, pour cette raison-là, elle peut être en dehors des espaces urbanisés. Et pour cette raison-là, en extension, l'État considère qu'elle peut aller s'installer en loi littorale, loi montagne, en dehors des espaces urbanisés. Je tiens à préciser que l'instruction, elle n'a aucune portée juridique. Malgré tout, elle est lue par les acteurs, par les juges aussi, mais un juge pourrait évidemment trancher différemment la question. Mais pour l'enjeu agricole, c'est vraiment l'idée de dire que le texte a été fait, conception de l'État, le texte a été fait pour que l'activité principale sur le terrain soit agricole, qu'il y ait une activité agricole significative, qu'il y ait un revenu durable pour l'agriculteur et que pour toutes ces raisons-là, l'État a considéré que, par qualification juridique, les projets agrivoltaïques étaient considérés comme étant nécessaires à une activité
agricole. Voici un peu pour les raisons essentielles. Voici pour cette instruction assez riche, assez détaillée, qui apporte beaucoup d'éclairage, d'éclaircissement sur, et dont j'ai voulu soulever les principaux points. Allez, dernier point, je me dépêche. Tout petit point d'actualité aussi, pour une autre actualité sur les centrales photovoltaïques et agrivoltaïques. C'est une proposition de loi. J'en ai mentionné une du 13 février, j'aurais pu en mentionner une autre de novembre 2024, il me semble. Il y a un sujet derrière aussi, qui est le partage de la valeur, notamment avec l'exploitant agricole, derrière ces projets-là. Il y avait beaucoup de textes qui étaient initiés pour, on va dire, beaucoup d'idées initiées pour le partage de la Par valeur. exemple, Oui. Florian, excuse-moi de t'interrompre. Par exemple, si par exemple l'exploitant agricole n'est pas propriétaire du foncier, à qui Oui. reviennent les loyers? Alors après, bon, il y a les- il y a les- il y a les- il y a plusieurs schémas, hein, propriétaire exploitant, propriétaire non exploitant, exploitant tiers. En fait, d'un point de vue contractuel, le développeur va contracter avec le propriétaire foncier pour avoir une certaine maîtrise foncière afin de développer et d'installer l'installation photovoltaïque. Et en fonction du choix contractuel qui est fait, l'exploitant agricole, il conserve un lien contractuel avec le bailleur propriétaire ou avec, c'est ce qui se fait plutôt actuellement, ou avec le développeur. Donc, c'est un commodat, hein, souvent qui est fait, donc une location avec le bailleur. L'exploitant agricole, lui, tout ça se met en place. C'est pour ça aussi qu'il y a ces propositions de loi. C'est parce que les propositions de loi ont pour but de harmoniser la manière dont on organise les liens entre le propriétaire, l'exploitant et le développeur. Sans ces propositions de loi, c'est un peu par projet que les choses se font. Mais on a des systèmes où l'exploitant agricole peut être rémunéré par le développeur, ça arrive. On a des schémas où il ne rémunère pas, mais il met à disposition le terrain de manière gratuite. Pourquoi? Parce que ça lui permet potentiellement, et ça se voit dans certains dossiers, projets, d'avoir un exploitant agricole qui revient sur une activité d'un terrain qui était inexploité jusqu'à l'heure actuelle. Voilà, mais on va dire que de toute manière, quand il y a un propriétaire foncier qui est distinct, ben, c'est tripartite tout ça, et il y a des liens contractuels qui sont entre les différents acteurs de ces projets-là. Mais c'est bien l'idée de cette proposition de loi et d'une autre qui avait été déposée. Pour l'instant, elle ne chemine pas au niveau du Parlement. Mais l'idée, c'est d'essayer de trouver un dispositif qui soit équilibré et qui corresponde à tout le monde. Par exemple, dans cette mesure-là, hein, c'est dans le diapositive, c'est créer un régime juridique avec une convention cadre et qui facilite le maintien des baux ruraux, par exemple pour les exploitants agricoles. Parce que c'est une demande forte de la profession de conserver les baux ruraux. Mais les baux ruraux ne sont absolument pas adaptés à l'intégration d'un projet photovoltaïque. Donc aujourd'hui, on ne peut pas signer un bail rural avec un projet photovoltaïque, sauf à méconnaître la loi, tout simplement, parce que ce n'est pas adapté. Ça n'a jamais été pensé pour, ce n'est pas adapté. Donc ces propositions de loi, elles essayent de trouver un juste milieu, certaines en utilisant le bail rural, d'autres en essayant peut-être d'autres dispositifs contractuels, pour en tout cas essayer d'harmoniser les choses et avec derrière l'idée qu'on ait un peu un partage équitable de la valeur de ce qui peut générer entre l'activité agricole du terrain et l'activité énergétique aussi, en lien avec ce terrain. Voilà, sur ces sujets-là dont je voulais vous parler aujourd'hui. J'aurais peut-être, puis surtout si ce sujet est intéressant pour les parcs naturels régionaux, faire d'autres interventions là-dessus, peut-être à l'occasion du cheminement de ces propositions de loi ou à l'occasion d'autres éléments liés à l'évolution de ce régime juridique. Voilà, merci à toutes et tous pour votre attention et bonne continuation pour ce webinaire. Merci Florian pour cet exposé minutieux et précis qui pose plein de questions. Il y a quand même une question. Est-ce que tu peux répondre juste à une petite question avant qu'on passe? J'écoute. C'est Nicolas Coralli qui a posé la question de la qualité paysagère, mais qui va peut-être poser directement sa question. Nicolas? Il ne peut pas. Il est en comité syndical. Il l'a posé dans le chat. Et, Ok, ouais, je peux répondre. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que là, je vous parle surtout d'un aspect des projets photovoltaïques, c'est-à-dire le lien avec l'implantation, article 1.2 des PLU, c'est-à-dire ou RNU, c'est-à-dire est-ce que je peux m'implanter là? Oui, non, sur un espace naturel, agricole ou forestier.
Oui, si je suis agrivoltaïque et j'ai une activité agricole. Oui, si je suis agricompatible et je suis identifié dans un document cadre. Ça n'empêche pas à tous ces projets-là de respecter toutes les autres dispositions du Code de l'urbanisme. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de respecter ces critères-là pour être autorisé. Il faut respecter les autres. L'accès au site, la sécurité publique et le paysage en fait partie, évidemment. C'est l'un d'ailleurs des enjeux actuels, hein, des installations photovoltaïques sous contrôle de l'administration, sous contrôle du juge. Est-ce que l'installation photovoltaïque ou agrivoltaïque qui sera implantée à tel endroit a un impact paysager en fonction des sensibilités du milieu dans lequel elle s'insère? Ce contrôle-là sera bien entendu toujours réalisé par l'administration sous le contrôle du juge. Et ça vient en plus de tout ce que je vous ai dit. La même chose, hein, s'il y a une espèce protégée, ça peut arriver sur des anciennes carrières, hein, qu'une espèce protégée soit venue. Si une espèce protégée, même chose, hein, il faudra une dérogation espèce protégée pour le projet. Et tout ça, ça vient se cumuler à ces règles spécifiques relatives au projet agrivoltaïque. De dire concrètement que la jurisprudence qui a eu lieu en Normandie-Maine au nom de la qualité paysagère et au nom même du principe de charte qui doit induire de la qualité paysagère, ça peut être possible dans un cas de conflit sur de l'agrivoltaïsme. Ça peut être En fait, le cadre juridique de l'agrivoltaïsme répond surtout à l'implantation en zone agricole. Elle ne traite pas le sujet paysager. Le sujet paysager est réglé par d'autres dispositions du Code de l'urbanisme qui sont toujours opposables au projet. Le R111-27 hein, qui vient considérer qu'un projet ne peut s'implanter sur un territoire ou dans un milieu ou dans un environnement que si il n'y porte pas atteinte, pour résumer. Et on prend en compte évidemment la qualité paysagère d'un site. Elle est plus allégée si on est sur un plateau agricole où il n'y a que des grandes cultures, évidemment, que si on est sur un territoire bocager, vallonné, avec des habitations ou des monuments historiques. Évidemment, ce n'est pas apprécié de la même manière. Voilà. Mais le paysage sera toujours pris en compte dans l'appréciation des projets, évidemment. un grand merci, Florian. Hein. Donc, Oui. un grand merci pour ces vraiment